nouvel épisode du podcast Basket Session. Comme promis ce matin, quand on a débriefé le Game 7 entre le Thunder et les Pacers, je vous avais annoncé qu'on allait parler de Kevin Durant cet après-midi parce que oui, c'est tombé le même jour que le Game 7, le même jour que le titre d'Oklahoma City. Quel drôle de timing, quelle drôle d'ironie. Kevin Durant a été transféré aux Houston Rockets. Shai, je vais d'abord donner le trade et puis je te laisse la parole pour avoir tes premières impressions. Kevin Durant envoyé donc à Houston, comme ça a été longtemps annoncé d'ailleurs, c'est vrai que c'était un peu une des premières équipes qui était annoncée sur Kevin Durant, en l'échange de Jalen Green, de Dillon Brooks, du 10e choix de la draft 2025 et de 5 seconds tours. Peut-être d'abord ce que tu as ressenti au moment du trade, allez, peut-être commencer comme ça. Je savais pas trop, sur l'instant c'était pas évident, mais après petite réflexion, je pense que j'en suis arrivé à me dire que ce que je retiens, c'est que je vois ça comme une belle occasion pour Kevin Durant déjà. Je me suis dit, bon, sa fin de carrière, on sait que c'est un joueur qui a une carrière un peu particulière, on n'arrête pas de se dire quelle trace il va laisser, on sait qu'il était ultra fort, machin, mais les choix post-OKC, voire post-Golden State surtout d'ailleurs, pour être plus juste à mon avis, pouvait laisser une image un peu particulière. Là, moi, je vois ça un peu comme l'occasion pour lui de changer un peu la fin de l'histoire, tu vois. Parce que depuis les titres à Golden State, t'as eu Brooklyn, où il était quasiment décisionnaire avec Kyrie, puis il fait venir Harden, où ça n'a pas marché, où il a plus ou moins formé sa super team. Derrière, il y a Phoenix, c'est l'endroit où il voulait aller. Il rejoint une équipe qui n'est pas la sienne, au sens traditionnel en NBA, comme les Warriors n'étaient pas la sienne. Ça s'est pas très bien passé non plus. Là, les Rockets, je me suis dit, c'est un scénario encore un peu différent. C'est l'équipe de personne à l'heure actuelle. On peut pas dire c'est l'équipe de quelqu'un. Il y a des très bons joueurs. Ils ont fini deuxième à l'Ouest. Il y a un super coach, mais il n'y a pas un franchise player très très identifié. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est pas la situation parfaite pour lui ? Il arrive avec une bande de jeunes entre guillemets là aussi. Ils sont pas tous très jeunes, mais c'est pas une équipe extrêmement expérimentée. Est-ce qu'il peut pas avoir ce rôle que j'évoquais un peu à un moment avec Santonio, un peu guide, un peu mentor, mais en même temps, t'as une équipe qui a fini deuxième à l'Ouest, donc qui peut pas se cacher, qui va devoir essayer de se rapprocher le plus possible du titre. Et je me dis que s'il arrive à gagner avec eux, là, l'histoire elle change et la perception des gens peut-être elle change, tu vois. Donc c'est le premier truc que je me suis dit. Je me suis dit c'est quand même pas un joueur anodin, c'est Kevin Durant. Comment je l'imagine à Houston, je l'imagine comme ça. Dans le meilleur des scénarios, ça se passe bien et il arrive à changer d'histoire. Après, le trade en lui-même, sur qui est gagnant, qui est perdant, je trouve que Houston s'en sort bien. J'ai l'impression que s'en sort plutôt bien parce que Jalen Green, on en pense qu'on en veut. On a vu des flashs de très bonnes choses de sa part, notamment l'année dernière, mais aussi des playoffs très compliqués. Le pick numéro 10, si Phoenix a une idée en tête précise, c'est cool, mais c'est pas non plus l'asset ultime. Dylan Brooks, c'était un joueur important de l'équipe, mais c'est pas non plus un inséparable. Enfin, tu n'étais pas obligé de le garder à tout prix. Et les deuxièmes futurs tours de draft, bon, il y en a beaucoup, mais c'est pas non plus, à mon avis, le grand prix de ce trade-là. Donc je trouve que Houston s'en sort bien. Voilà. Je veux revenir d'abord sur Kevin Durant avant Mm. qu'on rentre vraiment dans les détails du trade. Ce que tu as dit est très intéressant. Il a une carrière quand même très particulière. J'ai dit drôle de timing, j'aurais pu dire drôle de carrière, drôle de personnage, drôle de joueur, drôle de parcours. Intrinsèquement sur le talent, peut-être l'un des 10 plus doués de tous les temps. Et pourtant, je pense qu'il n'y a aucun classement des meilleurs joueurs de tous les temps. On va dire dans le classement un peu uniformisé, si on prend les avis de tout le monde en compte, Kevin Durant sera rarement, voire quasiment, enfin, il ne sera jamais dans un top 10. Il y a peut-être des gens qui diront, ouais, c'était un des 10 meilleurs joueurs de tous les temps. Moi, je l'ai vu grandir, c'était un des plus talentueux. Mais si tu fais la moyenne de tous les tops un peu de tout le monde, il ne sera pas dedans. Et pourtant, quel talent. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, jamais vraiment trouvé sa place. Ce matin, Fred employait un terme que j'aimais beaucoup, il n'a jamais trouvé vraiment la paix, en fait. Et ce que tu soulignes sur Houston est très intéressant. Effectivement, il peut avoir un rôle de mentor. Je serais tenté de dire que c'est l'équipe d'Alperen Sengun maintenant. Mais tu as raison, en réalité, tu as raison, Shai. Il n'y a pas vraiment de c'est pas comme d'autres équipes. Genre, tu arrives dans l'équipe des Spurs, c'est la franchise de Victor Wembanyama. Tu arrives aux Rockets, c'est pas vraiment la franchise d'Alperen Sengun. Ça se trouve, les Rockets, ils envoient Sengun pour Yanis, tu vois. Je pense que c'est sûr même. Enfin, Tu vois, il y a des raisons de penser que c'est pas un intouchable absolu. Et effectivement, non seulement il va être un mentor, et dans le même temps, il a
un sacré rôle à jouer avec ces Rockets, Kevin Durant, parce qu'il représente tout ce dont les Rockets ont besoin. C'est pour ça que je te rejoins évidemment aussi sur la contrepartie, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu de Houston, une équipe qui est passée de 41 à 52 victoires, qui a fini deuxième à l'Ouest, qui avait l'avantage du terrain, qui a perdu en 7 manches contre les Warriors. Oui, c'était deuxième les Rockets, oui, donc qui a perdu contre une équipe qui est passée par le play-in. Une déception, même si en 7 manches, et qui avait cruellement besoin d'un scoreur. Et c'est exactement ce que Kevin Durant fait le mieux en NBA, en fait, c'est mettre des points. Même à 37 ans, c'est-à-dire que il sort d'une saison, alors là, il a fait des saisons de Phoenix, c'était un petit calvaire aussi, on va pas... mais si tu t'attaches juste, ne serait-ce qu'aux statistiques, il était à 26,6 points de moyenne en 53, 43, 84 à cet âge-là, dans une équipe dysfonctionnelle. Là, on peut se dire, on est d'accord pour dire que les Rockets sont pas une équipe dysfonctionnelle, loin de là, elle a très bien marché cette année, avec un style de jeu qui plaît ou qui plaît pas, de toute façon, mais avec une identité d'équipe qui fonctionne. J'ai envie d'être positif sur ce coup-là. Je suis pas toujours très positif sur les trades qui surviennent en NBA, mais là, effectivement, il a l'air d'être la pièce qui manque, le joueur avec l'expérience qui leur manque aussi, parce il y avait Fred VanVleet quand même, mais de mec qui est passé par, qui connaît la victoire et qui a été un vrai moteur dans la victoire, tu vois. Donc c'est pour ça que je le vois comme ça. Donc ils ont perdu des choses. Dylan Brooks, c'est pas rien, il faisait partie de cette identité-là aussi. Jalen Green a du talent, on le verra peut-être ailleurs. Parce que moi, on en reparlera après, mais je suis pas persuadé qu'il reste à Phoenix. On verra peut-être après ce qu'il donnera, et peut-être que ça aura été une erreur après coup, mais je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien, compte tenu des packages qui avaient été évoqués dans un premier temps avec d'autres équipes. Je trouve que Houston s'en sort plutôt bien. Ils ont toujours Amen Thompson. Ils n'ont pas perdu d'autres joueurs dont on n'a pas encore exploré totalement le potentiel, comme Jabari Smith, par exemple. Ça va aussi laisser de la place pour des joueurs que moi j'ai envie de voir encore plus, tu vois, Tari Eason, Cam Whitmore peut-être, Rich Shepard. Tu vois, typiquement, je me dis que les Rockets peuvent procéder comme ça, faire de la promotion en interne. Et c'est pour ça que je trouve que le trade est plutôt il se tente carrément, parce qu'on voit bien, on a vu cette année, alors certes OKC a été premier à l'Ouest et a été premier au final, mais il y a quand même de la place, il y a des surprises tous les ans, des blessures, des projets qui se passent pas bien, et Houston, ils se disent on n'est pas si loin, on finit deuxième de saison régulière, on perd quand même, on prend pas un sweep, il nous manque ça, on fait venir Kevin Durant. Il y a de bonnes chances que ça se passe bien. Et tu parlais de la fameuse paix qu'évoquait Fred. Il est en quête de... C'est presque une quête identitaire. Qui je suis censé être le meilleur. Est-ce que finalement je suis pas mieux juste pas en numéro 2 parce que c'est Kevin Durant, mais en observateur? Puis là, pourquoi pas mentor, tu vois, finalement il va jouer avec des gars qui ont grandi en l'admirant, je pense, tu vois. Tous les mecs qui sont là, les Amen Thompson et tout, ils ont connu Kevin Durant, superstar de la NBA au top. Je pense que ça peut être peut-être à cet âge-là et ce stade de sa carrière la bonne équipe, et en plus avec une certaine garantie d'être compétitif. Tu vas jouer avec Şengün. Amen Thompson, il est pas encore à son top, mais on a vu une excellente saison. Moi, je pense que c'est un bon endroit pour lui. C'était l'une des pistes que je préférais pour lui. Ouais, c'est là où le fit paraît le plus évident. Alors, avec Denver, Minnesota, j'aimais bien aussi, mais je reconnais qu'à Houston, il y a une forme de fit. La question pour Houston, c'était ce que Houston allait lâcher. On va aller là-dessus, mais juste sur le fit. De toute façon, Kevin Durant, on sait que c'est un joueur un peu étiqueté plug and play. C'est peut-être le plus fort des plug and play. Je veux dire, il a toujours été plus fort que les Paul George, que les Michael Bridges, que ces ailiers un peu complets, capables de jouer sans le ballon. Et l'ironie, c'est qu'il est capable de jouer évidemment aussi avec le ballon. C'est encore l'un des meilleurs scores sur isolation. Tu as donné ses stats. C'est fait 3 saisons de suite qu'il est à plus de 50% au tir et plus de 40% à 3 points. Il n'y a personne qui a jamais fait ça dans l'histoire de la NBA. Théo disait, je ne sais plus si c'était en on ou en off, mais quelque chose d'intéressant, c'est si tu es les Rockets, tu as envie que Şengün, ça soit ta première option offensive pendant 40 minutes. Et après, dans les 5 dernières minutes, en fait, c'est Kevin Durant qui prend le relais, et c'est exactement ce qu'il a manqué à Houston. Sur les 4 matchs qu'ils perdent contre Golden State, donc 4-3 la série, il y en a 3, c'est dans le clutch. C'est considéré des matchs considérés comme clutch, c'est-à-dire moins de 5 points d'écart à 5 minutes de la fin. Les 3, ils les perdent. Les 3, ils les perdent. Il n'y a pas de scoreur, il y a peu d'ingéniosité et peu de talent vraiment sur demi-terrain. Là, lui, il représente tout ça. Il peut se créer son propre tir. Alors oui, il a 37 ans. Il y a plein d'interrogations sur la santé, et c'est ce qui arrive à cette fameuse contrepartie. Déjà, il est en fin de contrat. Il lui reste 1 année de contrat, celle en cours. Derrière, il est éligible à une extension autour des 110 millions de dollars sur 2 ans pour un joueur qui va avoir 39 ans en 2027.
En 2027, il aura 39 ans, Kevin Durant, donc ça fait quand même une grosse extension. Il aura 40 ans en 2028, la fin potentielle de son contrat. On a vu qu'il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas osé mettre des jeunes dans le lot. Miami a carrément même refusé de mettre Nikola Jovic. Il faudra qu'un jour on reparle du hit et de la propension qu'a Pat Riley à jamais. Je pense pas que c'était un bon call pour le hit d'aller chercher Kevin Durant. Mais c'est fou comment Miami, dans chaque négociation, il refuse des trucs et après tu regardes avec le recul, tu dis mais mec, que tu veuilles pas mettre Kelly Oubre, on comprend. Mais Nikola Jovic, faut pas abuser. Enfin bref. Passons sur Miami. T'as raison, juste, il faut ajouter que en fait, Miami était dans la shortlist de Kevin Durant, enfin la shortlist évoquée. Ça veut dire que s'ils avaient vraiment voulu, ils auraient peut-être pu l'avoir en forçant un peu, en mettant les assets qu'attendaient les Suns. Après, le vrai gros point de négociation était apparemment Kelly Oubre. Et de toute façon, Kelly Oubre, je comprends que le Heat n'ait pas voulu le mettre. Ça, je comprends. Mais apparemment, il ne voulait pas non plus. Enfin, il y avait plein de trucs que le Heat ne voulait pas mettre. C'est déjà des infos qui sortent. C'est quand même assez fou parce que chaque fois, c'est la même histoire avec Miami. Et après, on entend. Après, tu as des mecs comme Théo qui nous disent ouais, mais il n'y a jamais de superstar au Heat. En même temps, oui, à chaque fois, Pat Riley, il ne veut pas. Donc, Pat Riley, c'est long Picsou un peu. Et il est très près de ses assets et de ses joueurs. Après, cela dit, je pense que c'est un meilleur fit pour Houston que pour Miami. Mais bon. Donc, Miami ne voulait pas mettre certains jeunes. On a bien vu que San Antonio n'allait pas mettre Stephen Castle, n'allait pas mettre Jeremy Sohan. Tout ça, c'était off the table, comme on dit en anglais, avec mon superbe accent, pour Kevin Durant. Les Rockets n'ont pas voulu mettre Tari Eason, n'ont pas voulu mettre Rich Shepard, n'ont pas voulu mettre Jabari Smith. Ça en dit long d'ailleurs sur Jalen Green. Ça en dit long sur Jalen Green, le fait qu'ils étaient prêts à mettre Jalen Green. Et c'est un peu ce qui peut, je pense, imagine motive Phoenix, c'est que c'est le seul jeune, finalement, à peu près disponible. Et ça revient à ce que tu disais sur les Rockets. Moi, je suis d'accord avec le prix. Tu as raison. Ils n'ont donc pas mis tous les joueurs que je viens de citer. Ils n'ont pas mis le pick 2027 des Suns. Ils n'ont pas mis le pick 2029 des Suns. Ils ont encore ces 2 picks-là. Donc, ils se sont séparés d'un mec, certes 23 ans, mais qui avait 13 points à 37% en playoff, sur les derniers playoffs. Donc, Kevin Durant, il fait tout ce que Green y fait, mais en mieux. La différence, c'est évidemment la santé et 15 ans d'écart. Mais sinon, tout ça, il est bien plus fort. Dylan Brooks, oui, une perte, c'est vrai, sur l'état d'esprit, sur la défense. Et encore, Amen Thompson est censé compenser cette perte. Il va quand même passer un cap. Et 5 secondes tours, le 10e choix de la draft 2025. Donc effectivement, la contrepartie pour Houston, comme toi, je la trouve très intéressante. En fait, c'est un pari que je prends à ce prix-là, je prends amplement. En fait. Je pense qu'il le pari se prenait effectivement tous les jours parce que pour toutes les raisons que tu as évoquées, je trouve que l'équipe, ils n'ont pas hypothéqué non plus leur avenir totalement. C'est un pick numéro 10 de cette année. Je ne sais même pas s'ils l'auraient gardé, s'ils n'auraient pas essayé de le trader dans tous les cas, même si KD n'avait pas été disponible ou s'il n'avait pas eu envie de venir. On va voir ce qu'en feront les Suns. Et après, ouais, Dylan Brooks, moi, c'est un joueur que j'aime bien et je trouve qu'il était important dans leur identité. Mais sur le plan défensif, si c'est juste pour la défense, tu récupères un KD qui est pas un plot en défense malgré son âge, il a quand même des aptitudes, des qualités là-dessus qui sont, et peut-être que justement dans une équipe où il y a d'autres mecs capables de marquer des points, peut-être qu'il pourra aussi se concentrer un peu dessus. Mais il y a aussi Amen Thompson qui est censé être un all defense pendant des années, tellement il a été incroyable sur cette saison dernière, et plus une équipe qui collectivement défend bien avec un coach qui a cette identité là aussi. Ouais, vraiment ça se tentait tous les jours, et même si ça fonctionne pas, si ça fonctionne pas, ça peut arriver, si KD se blesse gravement, si ça se passe pas bien au niveau relationnel, quelle que soit l'issue, ils le perdent en fin de saison. Ils ont perdu entre guillemets que Jalen Green. Alors peut-être que certains le tiennent en très très haute estime. Bon, le pic et les deuxièmes tours, mais tu t'as gardé la vraie valeur forte de l'équipe, à savoir Thompson, à savoir même pour moi Jabari Smith. Je pense on va le voir monter aussi. Ça se fait bien et c'est un bon mariage. C'est un mariage qui est très intriguant parce qu'il arrive avec toute son expérience, avec le côté est-ce que les jeunes autour vont. Tu vois, il y avait un peu, on se demandait ça avec Anthony Edwards par exemple, et Edwards qui idolâtrait KD plus jeune. Ça aussi, ça m'aurait intéressé de le voir. Mais Houston, c'est encore un truc différent parce qu'il serait allé à Minnesota, on aurait dit c'est l'équipe d'Edwards et KD vient se greffer un peu comme il s'est greffé via un trade, via sa signature à l'époque, aux Warriors. Donc là, c'est vraiment la situation précise où la narration est intéressante pour lui, où il peut changer le regard des gens que les gens ont sur lui. Et on le voit, le regard, il est assez terrible.
Tous les jours, il est sur les réseaux. Alors, il entretient ça aussi. Il pourrait choisir d'ignorer, mais tous les jours, il n'y a pas un jour où il n'y a pas un mec qui lui dit je t'aimais bien, mais t'as ruiné ta carrière et ton héritage en partant aux Warriors, et puis t'as fait ci, t'as fait ça. Enfin, il n'y a pas un jour où il n'y a pas ça, alors que tu l'as dit, on parle d'un des. Tu vois, tu disais c'est un des 10 plus doués de tous les temps, il est pas dixième sur le top 10, comme on dit. C'est l'attaquant peut-être le plus doué de tous les temps sur ce qu'il est capable de faire, sa taille, c'est extraordinaire. Donc, moi c'est intéressant, moi j'aime bien les histoires et la narration forcément. Et t'imagines s'il arrive à gagner un titre avec Houston, ça change tellement de choses je trouve, pour lui et pour sa carrière. Ça va être difficile, il y a plein d'équipes qui vont vouloir la même chose, mais je suis assez content du fit. Il retourne au Texas où il a fait sa fac, petit symbole. Il est resté qu'un an, c'est pas un Texan pur jus, on sait qu'il est pas de cette région-là, mais je trouve ça intéressant de le voir aussi coaché par Ime Udoka qui est en phase de prolongation là, et dans un effectif qui m'intrigue pas mal avec ce renfort-là. Sur la communication, justement, il y a plein d'éléments qui peuvent laisser penser que ça va bien marcher. Udoka, il le connaît déjà. Il l'a connu à Brooklyn, il l'a connu avec Team USA. Dans l'encadrement des Warriors, tu as parlé de Texas, de sa fac. Il y a DJ Augustine avec qui il a joué à la fac. Dans l'encadrement des Warriors, il y a Royal Ivey, qui est un des meilleurs potes de Kevin Durant avec qui il a joué au KC. On retrouve Steven Adams. Je pense qu'il avait joué avec Steven Adams, j'imagine, quand même. Oui. Ou c'était après. OKC, oui. Je pense qu'à OKC, ils avaient déjà joué ensemble. Il y avait Nick Collison. Pareil, Steven Adams qui a été prolongé. Donc, il y a plein de raisons de penser que ça va plutôt bien matcher. Je ne pense pas qu'il partira, même si ça devait mal se passer. Je pense que Kevin Durant, il va signer une prolongation parce que pour que le mariage se passe vraiment bien, comme pour Jimmy Butler à Golden State, je pense qu'il faut qu'il y ait une prolongation dans la foulée. Donc, je ne serais pas surpris que Kevin Durant, à un moment cet automne, signe pour l'extension à 110 millions sur 2 ans. Donc, dans le pire des cas, effectivement, les Rockets, ils auront investi 55 millions l'année sur un joueur qui peut-être leur fait pas passer le cap ultime. Mais ils ont 3 ans, je dirais, ils ont 3 saisons à venir avec Kevin Durant. Peut-être qu'à un moment, Kevin Durant va se blesser, c'est une possibilité. De toute façon, pour vraiment parler de titre, il faudrait un gros cap passé par Amen Thompson et Alperen Sengun. Durant, c'est pas lui qui va tout apporter. Durant aujourd'hui, et c'est pour ça que son prix n'est plus le même aussi, au-delà de l'âge et de la fin de contrat et des risques de blessure, c'est que si Kevin Durant il te fait vraiment passer complètement un cap, il faut que tu aies des joueurs très forts autour. Et Sengun comme Thompson, aujourd'hui aucun des deux est une superstar. Pour parler de titre avec les Rockets, moi je dis j'ai besoin de voir ce que Sengun et Thompson vont faire. Par contre, les Rockets accélèrent leur processus et se mettent clairement dans une position pour gagner des séries de playoffs. Combien, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont en gagner 1, 2 l'an prochain? Est-ce qu'ils vont aller en finale NBA s'il y a des blessés, selon l'évolution de chacun? Mais ce qui est sûr, c'est que je me dis que là, Houston est quand même armé vraiment pour gagner une série de playoffs sans même savoir ce qui va se passer autour dans le reste de la conférence. Je me dis, ouais, a priori, là, je suis capable, déjà maintenant, on est le 23 juin, je suis capable d'imaginer Houston gagner une série de playoffs l'an prochain. Ça me semble plutôt crédible et pour le prix investi, effectivement, c'est intéressant. On peut parler de Phoenix, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur non, Houston. Juste ajouter peut-être que les joueurs que tu as cités, pour moi, depuis qu'Udoka est là, ils ont progressé chaque année. Sengun est devenu un All-Star. Ils ont attention, ils ont encore quelques lacunes, il n'y a pas de souci, mais ils vont encore progresser. Amen Thompson, la progression, je l'ai redit, elle a été sidérante. Et les joueurs autour, je le redis, moi, Tari Eason, c'est un mec d'une équipe, je pense que je le vois totalement joueur important d'une équipe qui est contender. Je prévois des montées en puissance type Cam Whitmore. Si tu me dis qu'ils ont pas voulu mettre un Rich Shepard qui a joué 3 matchs l'année dernière, j'exagère peut-être. Et qui est bon en plus, Rich Shepard. C'est vraiment bon. C'est juste pas vu encore. S'il faut plus de scoring, Shepard peut totalement peut-être être ce gars-là. Ils ont de la matière. Tu parles de Steven Adams. Pour moi, l'effectif, il est bien. Il y aura peut-être des ajustements à faire, peut-être sur le style de jeu pour être vraiment prêt à battre différents types d'équipes en playoff. Là, on les a vus contre les Warriors, qui n'étaient pas du tout la pire équipe, mais qui avaient plus d'expérience. Et ça se joue à pas grand-chose. Moi, je les sens vraiment bien. S'il n'y a pas les blessures, comme tous les ans, malheureusement, ça se joue beaucoup sur les blessures. Et encore plus avec un joueur âgé comme Kevin Durant. C'est une équipe qui peut même être un peu plus sexy qu'elle l'était, qui jouait beaucoup sur la dureté, l'agressivité et la défense. Ça peut changer. Moi, pour ça que ce trade, je suis assez optimiste pour les Rockets pour la saison prochaine. Ouais, moi aussi, je donnerais une belle note aux Rockets. Et même cette dureté dont tu parles, tout ça, ils peuvent le garder en fait. Ils peuvent le garder tout en ayant Kevin Durant. Il peut intégrer leur système où ça switch beaucoup, tout ça, il peut le faire sans problème avec Houston. C'est pas lui qui aura les meilleurs attaquants adverses à se coltiner, alors qu'à Phoenix, il n'y avait personne pour défendre. Il va vraiment pouvoir faire ce qu'il fait de mieux
va pouvoir être que un hooper dans un marché. Oui, c'est un grand marché Houston, mais c'est pas la franchise la plus médiatisée. Avec un bon coach, enfin, il y a vraiment plein d'éléments qui laissent être positifs. On peut passer un peu à Phoenix, où c'est évidemment plus compliqué. Pour les Suns, on se doutait que le prix serait pas très élevé, surtout en comparaison de ce qui a été lâché pour acquérir Kevin Durant. Je me souviens plus exactement de tout ce qui avait été lâché, mais bon, il y avait Michael Bridges, Cam Johnson, des pics. Si tu regardes ce qui a été donné et ce qui est reçu là, c'est évidemment très compliqué. Par contre, les Suns avaient besoin de tourner la page. C'est la fin d'une ère. C'est le début d'une nouvelle qui s'annonce un peu moribonde. C'est pas vraiment une reconstruction, mais comment tu vois un peu la contrepartie pour les Suns? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je trouve que c'est vraiment si faible que ça? C'est pas Ouais, tu nous si as commencé à nous faible parler de que. Jalen Green. Ouais, C'est pas pardon. si. Non, non, mais c'est pas si faible que ça, hein. Sur le papier, tu récupères un lottery pick de cette année, tu récupères plusieurs picks après, un Dylan Brooks. En fait, c'est pas si faible, presque si tu, si tu veux rester compétitif, c'est très correct. Jalen Green, ça reste c'est un bon joueur quand même, il scorait beaucoup. Dylan Brooks, il a joué dans des équipes qui font les playoffs tous les ans. Là, avec le 10e pick, tu vas peut-être trouver un poste qui te manque. C'est une draft qui a un petit peu de profondeur quand même, hein, tu vois, tu peux trouver des joueurs sympas. Mais c'est surtout que, en fait, tant qu'on ne sait pas exactement quel est le projet, ça ressemble à ce que tu as dit. Ça ressemble à ah bah on commence à tourner la page. Sauf que et le premier domino qui tombe, c'est KD. Mais il reste, il reste le domino Bradley Beal qui est compliqué à faire tomber. Il y a le cas Devin Booker. Devin Booker, il a envie de rester, visiblement. Mais comment tu fais avec un joueur aussi fort pour repartir vraiment de zéro? Tu peux pas vraiment tourner la page. Si ton franchise player, c'est un joueur qui a été ces dernières années dans les 10 meilleurs à un moment, qui a été en finale NBA il n'y a pas très très longtemps. C'est pour ça que je ne sais pas encore. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que Jalen Green peut vite être redirigé vers une autre franchise. Et même pour lui, j'ai presque envie de le voir dans un contexte où, ok, ce sera un peu médiocre, mais avec le bagage qu'il a acquis sur les années là, donc c'est plus le rookie, le sophomore, avec le bagage qu'il a acquis, le voir dans une équipe un peu médiocre ou qui cherche à repartir de zéro, ça pourrait être Phoenix, mais je vois plutôt ça dans une équipe qui vise clairement plus les bas-fonds, et voir ce qu'il est capable de faire comme ça en tant que leader offensif très clair. Moi, je pense qu'il sera redirigé, mais c'est que mon avis. Et sinon, tant qu'on n'a pas vraiment plus de certitude sur ce que veut faire Phoenix, on a l'impression de savoir ce qu'ils veulent faire, mais tant qu'il y a Bradley Beal, tant qu'il y a Devin Booker, comment tu fais pour tanker à mort si c'est vraiment l'idée, c'est de se reconstruire? Mais tourner la page, pour tourner la page, genre je joue sur les mots, hein, mais t'es pas obligé de te reconstruire de zéro pour tourner la page. Tourner la page, c'est passer tu vois, je continue sur les métaphores, C'est mais vrai. c'est un nouveau chapitre. Il y a des équipes qui ont jamais tanké, hein. Il y a des équipes qui ont jamais tanké. Indiana a jamais tanké. Indiana s'est retrouvé. Alors oui, ça leur a pris 25 ans, comme l'a très bien dit Théo, mais ils ont fini par retrouver les finales NBA sans jamais tanker. Une équipe qui a jamais eu le first pick, qui a jamais pioché dans les 9 premiers, je pense, ou 8 premiers depuis que. Peut-être ils ont pioché en 7 ou 8 de temps en temps, mais quasiment jamais. Indiana, je parle sur les 20 dernières années. Indiana a pas. Quoique Mathurin, il est pris en combien, my bad? Peut-être Mathurin est pris. Bénédicte Mathurin est peut-être pris un CO, mais est-ce qu'il est vraiment drafté par Indiana? Allez, je regarde, ça m'intéresse maintenant de savoir. Mathurin, il est pris en 6 par Indiana. Donc voilà, il y a eu un pick 6 en 2022, mais ce n'est pas une équipe qui a tanké. Pour Phoenix, je pense l'idée, c'est, comme tu as dit, premier domino qui tombe. Bradley Beal, apparemment, sera tradé, soit coupé. Alors, le couper, c'est. Trader, ça me semble impossible, comme toi. Qui voudra de ce contrat? Qui veut de ce contrat? Je pense personne. Le couper, ça serait un sacré aveu d'échec. Mais en même temps, là, Bradley Beal. Allez, attends, il y a plein de discussions sur lesquelles mener là. Parce que c'est vrai qu'on peut parler de Beal, mais il y a Jalen Green déjà. C'est-à-dire que Bradley Beal, il a encore un. Parce que tu vois, tu peux te dire, tiens, Kevin Durant qui part, tous les ballons sont pour Beal et Booker. Mais non, il y a Green qui arrive. Et je pense, je sais pas moi si je pense que Green va être redirigé. C'est dur à dire. Je pense que ça dans leur tête, ça trotte, hein, parce qu'il paraît les Suns cherchaient déjà des deals pour Green avant que le deal pour Durant soit échangé. Mais par contre, je me dis qu'il devrait peut-être, que ça serait peut-être mieux pour les Suns, mieux pour lui. Après, je comprends si les Suns le gardent et se disent, de toute façon, on peut pas être nul, on doit être un minimum compétitif. Donc, on va être sur une équipe qui tourne avec deux gros scoreurs, Booker et Green. Green n'a jamais eu un aussi bon créateur que Booker à ses côtés. Il n'a jamais eu un joueur aussi fort à ses côtés. Donc peut-être que Green, ça peut l'aider. Il a que 23 ans. Et puis après, au pire, on le rééchange contre d'autres gars à un moment. On voit ce que ça donne. On laisse venir. Un peu comme D'Angelo Russell à un moment. Un peu comme D'Angelo Russell aux Warriors.
un peu comme D'Angelo Russell aux Warriors. Les Warriors, après, ça leur a permis de... Mais bon, les Warriors, la différence, c'est qu'il y avait Curry, tu vois, et il y avait encore Klay Thompson, il y avait encore Draymond Green, il y avait plus de talent, quoi. Phoenix, c'est vrai c'est plus compliqué. Par contre, je trouve que les Suns recommencent un petit peu, et c'était l'idée du trade, je pense, à regagner un petit peu de flexibilité. Petit à petit, on sait que les Suns ne peuvent pas tanker, ils n'ont pas leur pick 2027, ils n'ont pas leur pick 2029, ils sont condamnés à être à peu près corrects, sachant que ça va être dur à l'Ouest. Là, je regarde leur effectif, tu as raison, il va y avoir d'autres changements, c'est sûr, leurs 5 joueurs les mieux payés, c'est 5 arrières. Je regarde l'effectif, je me dis... à l'Ouest, ça joue pas en playoff, quoi, en fait. Ça va, je suis même Est-ce pas que ça convaincu que ça ressemble aille au pas un play. peu, ça ressemblerait un peu aux périodes un peu floues avec les Blazers de Lillard? T'as une superstar, donc Booker, Lillard, et derrière et autour, tu sais pas trop. Est-ce que c'est assez bon pour jouer les playoffs? Est-ce qu'ils vont se servir de ce qu'ils ont déjà là pour avoir un effectif meilleur? J'ai un peu de mal à savoir. Moi, j'imagine Green partir contre un joueur à un autre poste, un intérieur par exemple, ce qui leur manque assez cruellement. Parce que si tu gardes Bill, tu fais Bill, Booker et un intérieur fort. Après, autour, si l'équipe elle est correctement construite, oui, tu peux exister. À défaut d'être vraiment contender, tu peux exister. Je sais pas s'ils veulent exister ou s'ils veulent vraiment repartir de zéro. Ce qu'ils auront du mal à faire si Booker a pas envie de partir. Je pense que l'erreur, si tu trades Green juste contre un joueur, en fait, Green, je pense qu'il oui, il faut le trade à un moment, mais si tu le trades, c'est pas juste un intérieur, il faut que ce soit un jeune intérieur. Alors, parce que Green, il représente à l'échelle des Suns un truc qui semblait improbable, c'est l'avenir. Il n'y avait plus d'avenir à Phoenix. Il n'y avait plus d'avenir. Et d'un coup, cette équipe des Suns, d'ailleurs, elle a le 10e choix de la draft. Elle a récupéré 3 premiers tours, 3 premiers choix. Alors, je crois qu'ils en ont déjà refourgué un, donc il doit en rester que 2. Mais elle a 2 ou 3 premiers choix des Rockets, c'est pas des Hornets, pardon. C'est peut-être pas forcément ceux des Hornets, mais ça a été récupéré via les Hornets. Donc, d'un coup, elle a plus de pics. Elle se retrouve avec plusieurs pics. Elle a plein de second tours. Elle a fait le plein de pics. Elle a Ryan Dunn en jeune, maintenant elle va avoir le 10e choix, et elle a Jalen Green qui a 23 ans. L'avantage d'Jalen Green, c'est qu'une fois cette période de morbide passée, genre on arrive en 2027, il ne reste plus qu'un pic qui revient aux Rockets, c'est celui de 2029, tu recommences à récupérer tes pics futurs aussi qui se débloquent au fur et à mesure. Tu peux commencer à voir l'avenir. Tu n'as plus le contrat de Bill, on a une situation financière saine, on a des pics, on a une ville où il y a du soleil, on a un marché qui attire, on a encore Devin Booker qui est dans son prime, et en plus on a ce Jalen Green qui est sous contrat, je crois, 3 ans, qui a un certain âge, qui est encore jeune, qui est potentiellement pas encore dans son prime. Là, tu vois, tu peux être dans une position où il peut y avoir plein de choses à faire. Alors ça veut dire que ça passe par 2 ans durs d'abord. Ça passe par 2 saisons difficiles, mais c'est un scénario qui peut éventuellement commencer à se profiler à l'horizon. C'est un scénario très incertain. Là, j'essaye d'être très optimiste pour Phoenix. Il y a encore plein de raisons d'être pessimiste pour les Suns, mais tu commences à voir un peu de lumière au bout du tunnel. C'est ce qu'il en manquait. Quand on avait parlé, tu te rappelles, on avait eu Greg qui était venu, fan des Suns, qui était venu nous parler de ça. Il y avait un désespoir assez total sur le futur, et ça pourrait changer, ou ça pourrait commencer à changer. Dans les rumeurs, j'avais vu Jalen Green, une volonté d'échange peut-être avec John Collins par exemple. Alors ça va pas te changer la face de l'équipe, mais au moins tu récupères Je le ferai jamais. Ouais. Je le ferai jamais. Mais après, même si j'ai l'impression qu'il sera redirigé, peut-être qu'ils peuvent attendre un petit peu et voir ce que ça donne. Ils vont aussi laisser passer la draft. Enfin, voilà, c'est pas urgent. Ils ont nommé un nouveau coach. Peut-être que dans le fond, il y en a qui pensent que c'est le coach qui était le problème, et que si tu gardes une certaine partie, si tu arrives à garder Bill, Booker, et qu'autour c'est mieux fichu, peut-être que ça ira. Mais ouais, le cas de Jalen Green va être intéressant. C'est pour ça que ça me fait penser à D'Angelo Russell de l'époque, parce qu'ils ont à peu près le même âge. Ils ont ce niveau pas très loin de celui d'un All-Star sur le plan offensif. Il était All-Star. Il était All-Star avec les Nets, D'Angelo. Ouais. Déjà échangé contre Kevin Durant d'ailleurs. Ouais, tout le monde est. Quand tu restes longtemps dans la ligue, au bout d'un moment, t'as affronté les gens de toutes les décennies, t'as été échangé contre la moitié des mecs de la ligue, et ça joue. Mais ça va être curieux de voir, parce que Jalen Green, moi j'avais un peu renoncé, j'étais pas un très grand fan déjà quand il avait été drafté par Houston. Et la saison dernière, en saison régulière en tout cas, je l'avais vu faire des choses auxquelles je m'attendais pas. Il s'était malheureusement craché totalement, pas loin en playoff, à l'exception d'un match sur la série là.
Donc ça va être un paramètre intéressant. Et c'est aussi par rapport à ce qu'il va faire et ce que vont faire les Suns avec lui qu'on pourra juger après coup de la valeur de ce trade, enfin du prix de ce trade. Est-ce que ça valait le coup, bien tu vois. sûr. Et Ouais, si. ouais, non. Vas-y, Et vas-y. après j'allais dire, et après est-ce que quel est pour les Suns le vrai c'est quoi l'asset principal qui ressort de ça pour eux, tu vois. Est-ce que c'est Green, est-ce que c'est le 10e pick parce qu'ils se disent ah on va avoir ce joueur qu'on visait vraiment mais qu'on pouvait pas avoir parce qu'on était trop bas. Ça peut être ça aussi, tu vois. Et si après, dans quelques années, on se dit, avec KD, ils ont lâché KD, mais ils ont récupéré un tel, maintenant c'est un pivot All-Star, il est trop bien. Faudra attendre. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'empresser de se dire, ils n'ont pas récupéré assez ou machin. Ils sont encore dans une phase d'entre-deux, j'ai l'impression. Ils cherchent à savoir comment se transformer. C'est pas le même GM, c'est pas le même coach. Il n'y a que Booker. C'est vraiment le rôle de Booker dans tout ça. Dans cette situation, il y a tellement de joueurs qui, à mon avis, auraient vraiment déjà cherché une porte de sortie que c'est assez intriguant, je trouve. Ben, tu me fais une transition parfaite parce que j'allais te dire, en fait, pour moi, les perdants, c'est pas les Suns. Le perdant, c'est Booker, en fait. Dans cette affaire, le perdant, c'est Booker, mais c'est lui qui le choisit aussi, visiblement. Parce que les Suns, si tu prends en compte le contexte et la situation, la contrepartie est pas si mal, en fait. En fait, je veux dire, à un moment, ce trade, il est obligatoire. Tu l'avais souligné, enfin, il est obligatoire. Je sais pas s'il est obligatoire, mais enfin, on arrive au stade où il est obligatoire. Et on arrive au stade où il est obligatoire. Il va à la fin de contrat, le contrat de Durant arrive à expiration. S'il n'y a pas de deal de Bill, si tu peux pas bouger Bradley Bill, bah faut que tu fasses tomber des dominos, que tu tournes la page, et c'est Kevin Durant le premier domino. Donc, tu as ce trade de Kevin Durant. Booker, donc les Suns, dans cette optique de pouvoir récupérer un peu justement, même se poser la question, comme tu l'as dit, on ne sait pas encore ce que ça va donner Bill, ce que va donner Green. Ça se trouve, Green, il va être fort, ça se trouve, il va pas être fort. Tu retrouves cet espoir, cette espèce de truc où tu te poses des questions. C'était plus possible à Phoenix. Il n'y a même pas 2 mois, on se disait, mais il n'y a pas d'avenir, il y en a zéro. Là, tu peux recommencer à imaginer, ça se trouve avec le 10e pick, on va prendre ça. Ça se trouve, Green, il va rapporter 3 picks. Ça se trouve, Green, il va tourner à 25 points par match. Il y a tu vois, il commence à y avoir des choses. Dans 2 ans, les Suns, ils sont avec 30 millions d'espace sous le cap, en fait. On s'en rend pas compte, mais même, qu'est-ce que je raconte dans 2 ans? À l'issue de la saison prochaine, les Suns, d'un coup, ils repassent déjà en dessous du cap. Il y a toujours cette question de Bradley Bill, bref. Et c'est Greg Non, mince, je prends pas en ouais. compte les. Mais Non, pardon, Greg soulignait ce matin, après dire avoir une analysé bêtise sur le sur, cap. sur X, il disait justement qu'en coupant Cody Martin et en convainquant Micic de ne pas signer son option, il passait presque sous l'apron, tu vois. Ils vont faire des trades, ils vont faire d'autres trades. Grayson Allen, par exemple, il n'a plus rien à faire Ouais, ici. c'est sûr. Ils ont des pics. Il y en a un qui va mal. Peut-être qu'avec 3 secondes tours, tu arrives à convaincre une équipe de prendre Grayson Allen. Ils en ont récupéré 5. Tu peux en refourguer 3 en disant OK, on ne veut pas donner un premier pic pour lâcher pour quelqu'un qui accepte de prendre Grayson Allen, qui a 18 millions la saison, alors que devant lui, il y a Booker, il y a Bill, il y a maintenant Green. Il faut passer sous les prendre, c'est sûr. Il faut que ça soit l'objectif des Suns. Les Suns, d'un coup, ils perdent en qualité. Ça va être une équipe qui va. Moi, je pense que c'est une équipe qui va pas faire les playoffs et qui va donner un autre pic autour de la 10e place l'an prochain. Je ne sais plus qui possède le pic de 2026. Ça doit être Brooklyn. Mais il y a un autre bon pic qui va être balancé. Je sais plus exactement si c'est Brooklyn ou Washington. Je crois que c'est Washington. Il y a un autre pic qui du coup appartient, qui était à Orlando et qui se retrouve à Memphis. Je crois que c'est ça maintenant donc c'est Memphis qui potentiellement peut avoir le pic des Suns de l'an prochain. Il sera pas trop mal. Et avec un coup de malchance à la loterie, c'est un premier choix. Je pense que les Suns ne feront pas les playoffs. Sincèrement, ça m'étonnerait. On verra ce qui se passe d'ici là, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de talent. Je reviens du coup sur Booker. Tu as parlé de Lillard et ça en profite encore une fois pour faire un peu de propagande. Ça vous montre à quel point Damian Lillard, c'était exceptionnel. Le nombre de fois il a réussi à emmener Portland en playoff et on ne se rend pas compte de la carrière de Lillard. Mais Booker, du coup, il y a une vraie trajectoire à la Lillard de je décide de rester dans ma franchise, c'est à son honneur, je sais pas du tout une critique, et que d'un coup, lui, il va se réveiller peut-être à 32 piges, 33 piges, un peu comme Lillard, en mode non mais là, je peux vraiment pas gagner ici et demander son trade. Parce que là, il est parti pour être fidèle à une équipe qui va être moyenne dans le meilleur des cas, quoi. C'est la question. Après, ça peut vite changer. Peut-être qu'il peut se dire, il était peut-être en phase d'attente. Lui, dans l'idéal, que ce soit pour des raisons familiales, perso, sportives, il se sent peut-être très bien. Mine de rien, moi, je me dis que ça se comprend. Ils ont joué les finales il n'y a pas longtemps. Tu vois, tu te dis, je veux être ce gars qui fait gagner une franchise qui ne gagne pas. Tu vois. La raison va peut-être l'emporter à un moment. Bon, là, il gagne grassement sa vie. Je pense que le contexte sportif et perso lui a convenu pendant un temps. Il y a un moment peut-être où il va se dire bon bah c'est maintenant que je vais demander mon trade parce qu'effectivement j'ai 30 et quelques et
et ça me convient pas. Et je veux quand même rester un peu dans l'histoire. Donc peut-être que c'est juste pas maintenant. Il va peut-être attendre un petit peu et déjà voir comment ça se passe. C'est bien aussi. Moi, je suis content quand les mecs ils essaient pas de déguerpir à la première occasion. Et pourtant là, quand tu vois à quel point c'était pas du tout que c'était dysfonctionnel, au point où alors c'était sans doute pas vrai vu que KD dit que c'était pas vrai, mais de Marcus Cousins qui dit qu'un mec de l'équipe lui a dit qu'ils en étaient venus aux mains plusieurs fois et machin. Bon, le contexte n'était pas top, ça s'est pas bien passé avec Mike Budenholzer. Les joueurs entre eux, bon bah Bill c'est un échec. Il y a eu un embryon de quelque chose qui était bien à un moment quand même avec KD et Booker, il faut s'en rappeler, c'était pas mal quand même, tu vois, sur un faible nombre de matchs. Moi je trouvais que l'équipe était très prometteuse. Et on verra pour Booker, mais c'est intriguant de voir l'un des 10-15 meilleurs joueurs de la ligue qui est dans son prime théorique être dans cette situation sportive là, c'est assez curieux. Je sais pas ce que ça va donner. Peut-être qu'il va laisser passer une saison ou une demi-saison et dire bon, les gars, j'ai vu, merci, c'est place aux jeunes. Et moi, je vais essayer de trouver le meilleur deal possible ailleurs. Et puis vous allez récupérer quelque chose parce que si même juste avant la prochaine deadline, tu dis bon bah Booker est sur le marché, il est ok pour partir, ça devrait quand même envoyer pas mal. Tu vois, c'est un très 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 fort scoreur. Il y a des chances que la contrepartie soit sympa et qu'ils puissent poursuivre leur reconstruction comme ça. Mais le problème, c'est que c'est toujours le même truc, Shai. C'est que Booker, tu le transfères que si tu as ton pic 2027 et 2029. Sinon, tu peux pas tanker, en fait. Comment tu tankes? Tu peux récupérer 15 pics, même 30 si tu veux, en l'échange de Booker. Qu'est-ce que ça fait si tu ne peux pas si tu peux pas faire une saison à 15 victoires, si tu peux pas te permettre parce que tu n'auras pas ton pic? L'équipe qui va récupérer Booker, les pics qu'elle va te donner. Alors, à moins que si tu récupères, je sais pas, les pics du Jazz, tour, ouais, voilà. tu vois, quelqu'un qui a. Et t'envoies pas Booker au Jazz, c'est quelqu'un qui a les pics du Jazz ou d'une autre équipe faible. Mais sinon, ça ne marche pas, en fait. Donc, l'équipe qui tient encore les cartes en main, et c'est là où les Rockets sont forts, c'est que 2027-2029, c'est encore pour eux. Tu peux pas tanker. Donc, Phoenix est condamné à être pas trop mauvais. Après, voilà, comme tu l'as dit, nouveau coach. Il y a quelques. Tu vois, Ryan Dunn, ça a montré un peu de choses. Nick Richards, c'est un pivot un peu athlétique. Ça commence à se rajeunir. Là, je parle de joueurs jeunes, tu vois, ou un peu plus jeunes. Plus Jalen Green, le dixième pick probablement, s'il vise bien, Dylan il y a de Brooks. quoi faire. Exactement. Et tu peux aussi refourguer Green et le pick 10, ça se trouve contre quelque chose, tu vois. Tu as d'autres premiers tours. Si vraiment tu décides que non, on n'est pas sur la jeunesse, tu repètes un câble. Mais tu vois, tu as des options alors que tu n'avais plus d'options. Tu n'avais plus d'options. Là, tu as à nouveau des options. Est-ce que ça va suffire? Je pense que les Suns seront médiocres pendant 2 ans et devront espérer faire une série de bons choix, d'avoir un peu de chance pour essayer de se relever. Mais au moins, ils sont un petit peu. La première marche est posée, quoi. Ils étaient cités fréquemment comme la situation la moins enviable, et c'est pour ça qu'au moment de la recherche de coach, il y en a qui disaient mais qui va vouloir se mettre là-dedans avec le cas Bill, avec KD qui a acté que c'était bientôt terminé, avec une équipe autour qui n'est pas très bien construite, c'était pas très engageant. Et donc là, t'as raison, il change un peu de perspective. Il y a un nouveau coach qui arrive, qui a 40 ans, qui n'a pas d'expérience de head coach NBA pour l'instant. C'est un peu le ressenti que j'ai vu des fans des Suns à droite à gauche. C'est bon, au moins voilà, il y a quelque chose, on peut commencer à respirer un peu, même si ça doit prendre 5, 6, 7 ans. Et on a vu que parfois ça prenait moins de temps. Il suffit il y a un ou deux moves décisifs, une configuration qui fait que. Tu vois, si imagine tu draftes bien, je reviens vraiment à ce 10e pick qui peut être bon. On a vu qu'il y avait des joueurs draftés en 10e position qui devenaient des franchise players, tout simplement. Je dis pas que ce sera le cas ici, mais avec les joueurs qu'il y a et dont on parlera forcément avant la draft de mercredi, il y a de quoi te faire un roster sympa, retrouver un peu de bonne humeur. C'était la franchise la plus morose, hein, tu le disais, c'était le bon terme, hein, c'était morbide. Alors, ce qui est fou quand tu regardes le trio qu'il y avait sur le papier, c'était pas normal avec un coach qui est champion NBA, qui a été 2 fois meilleur coach de l'année, une équipe avec une fanbase fidèle dans un coin cool des États-Unis où les mecs aiment bien venir vivre. C'était pas normal. Donc au moins, allez, ça amorce, c'est un début d'amorce de sortie de la grisaille, mais ça peut prendre du temps. Bon, en tout cas, voilà pour le trade de Kevin Durant. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. On verra évidemment ce qui se passe le soir de la draft. Il y aura peut-être des échanges après la draft aussi. D'ailleurs, on nous avait posé une question dans le CQFR, je termine là-dessus, sur comment ça se fait que les équipes peuvent faire certaines peuvent faire des deals et pas d'autres. Et on s'était demandé, est-ce que c'est pas juste pour les Pacers, etc. Tu sais que les trades, en fait, là, ils sont pas officiels avant le 6, avant le 6 juillet.
Donc en fait, théoriquement, les Pacers, ils auraient pu en plein Game 7 s'ils veulent faire un trade pour Giannis Antetokounmpo. Hein. C'est juste que du coup, tout est validé le 6 juillet. J'imagine que c'est pareil pour Desmond Bane. C'est juste que Shams a eu l'info là et qu'il a dit moi c'est comme ça, je lâche les infos avant la date. Ça dépend de ça finalement, c'est que lui. Hein. Après, bon, de toute façon, maintenant tout le monde acte comme si c'était officiel. Bane, il a déjà posé avec son maillot. Enfin, tu vois, tout le monde en parle comme ça. D'ailleurs, le deal, hein, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup du trade, mais le trade, il va peut-être impliquer d'autres joueurs. C'est-à-dire que là, on a un deal pour l'instant comme ça. Mais au final, jusqu'au 6, les deux parties peuvent se permettre d'inclure d'autres équipes et d'autres joueurs dans ce deal. Il y aura peut-être, au bout, ça arrive hein, souvent, alors souvent c'est à la marge, hein, mais il y aura peut-être d'autres atouts et d'autres joueurs concernés par ce deal, notamment si les Suns arrivent à passer sous les Prons, parce que là, du coup, ils auraient le droit de récupérer, d'impliquer d'autres salaires dans l'échange. Donc, allez savoir ce que ça peut donner d'ici là. On se retrouve demain pour un nouveau CQFR, ça continue évidemment. Comme je vous le disais, tu as commencé à en parler. Il y aura une mock draft, une preview. Si, il y aura aussi une mock draft, si je ne dis pas de bêtises, en sur ligne, Basket sûr, Session. Ouais. Une mock draft sur basketsession.com. Beaucoup de Français attendus au premier tour et un pod sur la draft aussi. Ça sera disponible avant mercredi, avant le jour de la draft. Donc restez branchés sur la chaîne. Et je vous dis bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao. Is out there, and it's either play or get played.